Bonjour et bienvenue dans le 9e et dernier épisode de la saison 2 de Podcast Sexiste. Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat en Corse. Pour cela, nous avons un peu changé de type de contenu et demandé à des entrepreneurs et entrepreneuses insulaires de nous parler de leur parcours. Vous entendrez donc l'histoire d'Andrea Bonapersona, cofondateur de Trendex, de Justine Carmin, fondatrice de Casa d'Or, Anthony Petrol, cofondateur de Sakura, et Caroline Subra Tarsitano, fondatrice de Méliade. Nous avons ensuite demandé à Jean-Michel Pédiniel de nous parler du travail en Corse et à deux coachs, Mélanie Tisné-Versailles, cofondatrice de Lune Bleue, et Marina Fabre, alternante dans cette même structure, d'éclaircir certains points et problématiques de genre. Plongez-vous dans ces parcours et écoutons tout de suite ces rôles modèles inspirants. Bonjour, je m'appelle Andrea Bonapersona, je suis directeur technique et cofondateur de Trendex. Trendex, c'est une application qui te permet d'investir sur des talents. De la même façon que tu investirais sur une entreprise en bourse, tu peux acheter des actions, entre guillemets, qui sont liées à la carrière de footballeurs, artistes, créateurs de tout type. Et la valeur de ces parts va évoluer en fonction de la cote de popularité et de la réussite de ces talents. Donc tu peux aider des nouveaux talents à se lancer et partager leur succès. Caroline Subra Tarsitano, j'ai 41 ans. Je suis gérante de l'entreprise Méliade depuis cette année 12 ans. Et je suis présidente des Corsican Business Women depuis 2019. Et j'ai créé l'année dernière avec une autre Corsican Business Woman, Marianne Ramon, une entreprise qui s'appelle Aiuta l'Imprese. J'étais pas destinée à l'entrepreneuriat et du coup donc j'ai travaillé dans les collectivités, notamment dans une mairie, dans un service culturel. Mon parcours un peu s'est réorienté grâce à une entreprise privée qui m'a un peu débauchée pour travailler dans tout ce qui était signalétique, culturel et touristique, parcours du patrimoine. Et là donc tout ça se passait encore sur le continent, avant de faire une mission en Corse et de rencontrer donc mon futur mari, d'où mon installation en Corse il y a 13 ans. Et en fait, l'entrepreneuriat est venu avec la Corse. J'avais envie d'un nouveau départ, mettre à profit mes compétences en termes de tourisme, de patrimoine, de culture, et de proposer en fait des parcours qui reflètent l'identité de la Corse. Donc j'ai notamment travaillé sur la stratégie touristique de la ville d'Ajaccio, sur la vieille ville de Bonifacio, sur la vallée de Lasco, sur Bocconiane, donc tout un lot en fait de parcours touristique, mais pas que. Aussi, j'en suis venue à faire de la scénographie, donc toujours avec ma société Méliade. Et cette scénographie, notamment le projet dont je suis le plus fière, c'est un centre d'interprétation autour de la filière porcine, à côté de chez moi, qui se trouve à Côte-Sanne, qui est Umondu di Uporco. Et en fait, l'histoire de mon entreprise, maintenant, elle est vraiment reliée à ça, à la mise en valeur de la ruralité et de tout le patrimoine culturel, bâti, naturel que l'on a chez nous, mais que l'on ne met pas forcément en valeur. Donc, je m'appelle Anthony Petrol et j'ai monté Sakura, donc un restaurant asiatique, japonais, thaïlandais, en 2019. Donc, ça fait bientôt 3 ans maintenant qu'on est implanté sur Ajaccio. Et je pense que certains d'entre vous qui nous écoutent connaissent déjà notre adresse qui commence à avoir une petite réputation et on en est fiers. Moi, je m'appelle Justine Carmin. Le nom de mon entreprise, c'est Casa d'Or. Alors moi, je suis j'exerce en tant que thérapeute. On appelle ça des massages thérapeutiques. Il y a du drainage lymphatique, du remodelage, de la madothérapie. Il y a plusieurs buts et bienfaits, je dirais. J'ai une clientèle plus ciblée. Je m'adresse plus aux femmes quand même.
puisqu'on vient traiter tout ce qui est problème de rétention d'eau, de circulation sanguine. Surtout pour la rétention d'eau, du coup, qui est quand même propre à la femme, hein. Et puis tout ce qui est cellulite, problème de transit, colopathie fonctionnelle, maux de jambes. Enfin, c'est très divers et varié, je dirais. On traite plusieurs maux par le massage. Voilà, si je pouvais résumer, c'est un peu ça mon activité. Alors, Jean-Michel Pédinier, le président du laboratoire de la mixité professionnelle. C'est une association qui est basée à Bastia, qui existe depuis fin 2014, qui a vocation à agir sur toute la Corse. Donc, c'est une association qui œuvre principalement autour de deux grands axes qui sont la lutte contre les stéréotypes de genre et la diversification du choix professionnel. Et ça regroupe à partir de là un certain nombre de domaines qui sont tout ce qui peut être l'information, l'éducation, la formation, l'ouverture des horizons professionnels, l'articulation vie professionnelle, vie familiale. J'en oublie un qui est aussi comment on peut avoir accès à des activités professionnelles et le lien avec le territoire de résidence aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a depuis pas mal de temps lié la question de l'égalité femmes-hommes à la relation au territoire et même un petit peu plus globalement aussi à la question du développement économique, si vous voulez. Donc les deux questions, aménagement et développement. Voilà. Ce qui nous a fait nous rapprocher aussi souvent des collectivités locales, c'est-à-dire des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Bonjour, je suis Marina Fabre. Moi, j'ai un parcours dans la restauration, donc je suis très intéressée. J'ai la fibre entrepreneuriale depuis toujours, et donc j'expérimente un petit peu l'entrepreneuriat à la fois dans la restauration et dans le secteur de l'alimentation en général. Et depuis septembre, je suis salariée dans la SIC Lune Bleue, qui se situe à Toulouse. Et bonjour à tous, donc moi c'est Mélanie Tisney-Versailles, j'ai 39 ans, on oublie des fois l'âge. Je suis maman de 2 enfants en bas âge. J'ai pas mal travaillé dans différentes entreprises. J'ai monté 2 structures, donc une structure de sport qui s'appelle Urban Challenge et qui était l'entraîneur officiel du Marathon de Paris. Et puis, j'ai créé aussi une SIC, donc Marina vient d'en parler, Lune Bleue, qui est une société coopérative d'intérêt collectif avec 30 autres associés, pratiquement à la parité au niveau des associés, et qui travaille sur les sujets de l'alimentation et de l'artisanat en Occitanie, autour du design. Je suis également élue à la région de l'Occitanie avec la présidence de Carole Delga. Je travaille sur les sujets de l'alimentation, de l'agritourisme et de la solidarité alimentaire. C'est un nouveau parcours pour moi. Je n'étais pas du tout engagée en politique, donc c'est aussi intéressant, la femme en politique, son positionnement, etc. Et puis, je suis aussi maître de conférences associée à Toulouse School of Management à Toulouse. Le labo, c'est une démarche informelle, si vous voulez, au départ, qui a été voulue par la direction du travail de Haute-Corse et la délégation aux droits des femmes de Haute-Corse, qui un jour ont dit il faut qu'on fasse discuter d'abord les structures d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire tout ce qui est chantier d'insertion, entreprise d'insertion, autour de la question de l'égalité femmes-hommes, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les CAE, alors que normalement c'était un public qui aurait dû y être aussi. Il n'y était pas parce que souvent les activités des CAE étaient beaucoup pour un certain nombre, sur du démaquisage par exemple, donc effectivement c'était pas à l'époque non plus très traditionnellement féminin. Bon. Donc on a fait cette journée et au cours de la journée, Joseph Luciani et Dominique Nadeau, donc le directeur à l'époque, le directeur adjoint de la direction du travail de Haute-Corse et la déléguée aux droits des femmes de Haute-Corse, ont dit c'est intéressant ce qui se passe, il faudra essayer d'aller plus loin dans cette démarche-là. Donc l'animateur qui était là, Thierry Benoît,
a dit on pourrait faire un programme de sessions successives et on en tirerait un guide de bonne pratique à travers des échanges. Et puis moi j'intervenais de manière professionnelle à ce moment-là. Et alors j'étais là pour rédiger un plan d'action, si vous voulez. Donc on a mené cette opération. Au départ, il devait y avoir 5 réunions. À la fin, il y en a eu une dizaine parce que ça marchait bien. Les gens étaient contents. Donc, c'est à ce moment-là qu'a été produit le guide Penser et construire la mixité professionnelle. Et on a dit, il faut créer une association pour porter le projet. Donc on a créé le laboratoire de la mixité professionnelle. Et comme les personnes qui participaient à la démarche informelle étaient souvent des représentants de l'institution, ou que ce soit des institutions d'État, des institutions régionales, consulaires, ou parfois des associations aussi, elles avaient un peu de mal à se positionner en ne sachant pas s'ils allaient venir au titre personnel ou au titre professionnel, puisqu'elles étaient là essentiellement d'abord à titre professionnel, mais qu'elles ne pouvaient pas engager leur institution facilement. Donc en fait, moi j'ai décidé que ça faisait un peu le prolongement de mon travail de créer l'outil, et j'ai créé le laboratoire de la mixité professionnelle avec la directrice du CDF de Haute-Corse. Pour dire on lance la démarche, puis après on verra ce qui se passe. On va agréger un peu plus autour de nous le temps que les choses s'éclaircissent. Et puis donc en janvier 2015, on a fait un colloque de 3 jours à Bastia et à Corté à l'université pour présenter le guide, pour présenter la démarche avec différents publics. Et donc on a développé petit à petit le plan d'action en accord avec la DEC, avec la délégation régionale aux droits des femmes. Et voilà. Par la suite, à partir de 2017, on s'est rapproché de l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, la RACT, puisque le directeur qui venait d'arriver a dit, à ce poste, a dit, en accord avec une de ses assistantes, avec Valérie Antonine, qui avait trouvé cette idée dans d'autres ARACT, je crois en Martinique et puis un autre endroit aussi. Elle a dit ça serait bien de créer l'université de l'égalité. On a commencé à travailler là-dessus et on a monté l'opération, et maintenant c'est une opération qui a lieu tous les ans, donc au mois d'octobre ou au mois de novembre, et à chaque fois on fait venir un certain nombre d'experts, corse ou de l'extérieur, et on aborde des thématiques diverses sur l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail, et on soulève des questions aussi qui parfois ne sont pas passent un peu à l'arrière-plan, si vous voulez, qu'on ne connaît pas encore très bien. C'est-à-dire, je pense notamment à la santé des femmes et aux risques santé qu'il peut y avoir pour les femmes au travail, parce qu'on s'est rendu compte que il y a beaucoup plus d'accidents du travail aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en lumière aussi, en disant évidemment, il faut qu'il y ait l'égalité femmes-hommes, mais enfin l'égalité, c'est pas d'avoir autant ou plus de risques que les hommes, quoi. Voilà. Et il faut faire attention à ce genre d'aspect. Je pense que comme Marina, moi aussi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale de vouloir monter des idées, des projets. En général, j'ai toujours plein d'idées, et l'idée que je retiens, c'est celle qui reste 1 à 2 semaines. Donc, je décortique l'idée. Donc, quand j'ai une idée, par exemple, sous la douche, après, j'en parle, je la décortique et je vais imaginer plein de freins à cette idée-là. Et si, au bout de 2 semaines, je n'ai pas tué l'idée, alors c'est une idée qui mérite à être creusée. Donc, je suis arrivée un peu là. Donc, je travaillais dans un grand groupe chez L'Oréal en Angleterre. Et j'avais plein d'idées à ce moment-là. C'était aussi l'envie peut-être de monter un projet à soi et de ne pas être un numéro dans un grand groupe, et finalement de ne pas faire tant la différence que ça, de vouloir monter ses propres idées. Et puis, j'ai commencé à réfléchir sur une idée autour du sport en plein air,
En effet, en Angleterre, il y avait des pratiques sportives qui étaient très innovantes et qui n'existaient pas en France, notamment autour du sport en plein air de manière très ludique, mais aussi autour du dépassement de soi. Et donc, j'ai créé à ce moment-là Urban Challenge avec un associé. Et puis, quand je suis devenue maman, ça a été un petit peu compliqué de continuer à gérer cette structure parce que ça me demandait beaucoup de temps le soir et le week-end. Mais ce n'était pas incompatible. Je pense que c'est tout à fait compatible d'être maman et entrepreneuse. Mais là, j'avais besoin de faire une pause. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et je suis passée côté salarié où j'ai intégré un accélérateur de start-up et donc accompagné beaucoup d'entrepreneurs, les aider en tout cas éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, qu'ils profitent de mon expérience et de les accompagner pour gérer et créer des modèles économiques indépendants des subventions publiques. Et puis, en 2019, on a décidé donc avec 29 autres associés de monter une structure pour accompagner aussi les entreprises avec un modèle plus classique, non pas forcément un modèle start-up. Donc moi mon parcours, alors, j'ai commencé donc après un bac général, donc je précise que j'ai 22 ans, donc après un bac c'est donc, bien 22 ans. Non, du coup le parcours est un peu plus court pour l'instant. Du coup j'ai commencé par une école en fait de management qui est spécialisée dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Donc c'est une école qui a vocation à former des cadres dans ce secteur-là, mais aussi des gens qui potentiellement seraient capables après d'entreprendre dans ce secteur. Donc moi c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette école. Et donc à l'issue de ces 3 ans, donc c'est jusqu'à un bachelor, j'avais décidé de tout de suite travailler. Même pendant mes formations, je me souviens, on avait souvent des projets où on devait monter des restaurants, créer des cartes, accompagner aussi des entreprises sur du conseil, toujours sur la restauration, sur aussi la gestion des ressources humaines. Ça m'a toujours beaucoup intéressée et j'ai toujours pensé du coup créer une société à côté, seule ou accompagnée. Le Covid est arrivé au moment où je finissais ma licence. Donc, plutôt que de commencer une activité, je me suis dit que j'allais tout de suite travailler. Donc, j'ai travaillé dans une structure assez classique, un hôtel 5 étoiles avec restaurant étoilé Michelin, où j'avais un poste qui était sympa, mais dans lequel j'ai assez vite tourné. Et pour, entre guillemets, un peu pallier à cet ennui et à cette routine du travail un peu redondant. Donc je suis en couple avec un cuisinier. On a commencé à monter un projet de restauration, un peu de restauration de rue, mais bien faite. Donc ça m'a énormément appris, ce projet-là. J'ai fait l'exercice de me confronter à plein d'acteurs, des fournisseurs, déjà pour un peu monter tous les projets, le business plan. Donc ça, c'était hyper intéressant et c'est des projets que je veux potentiellement continuer à mener. Donc ce projet-là, il s'est pas fait, il n'est pas allé à son terme. Pourquoi ? Je pense que c'est intéressant de dire pourquoi. C'était par rapport à l'implantation géographique en fait du projet. On habitait à Carcassonne, donc c'est une ville qui n'est pas hyper attractive et dynamique, et on craignait que, pour un commerce, c'est hyper important, un commerce de bouche surtout, d'avoir une bonne implantation géographique. On craignait qu'il n'y ait pas la clientèle en fait adaptée à notre offre ou pas comme on voudrait la mener, quoi. Donc voilà, projet repoussé à plus tard. Et donc après, comme je me lassais vraiment dans mon emploi, j'avais vraiment envie de continuer à apprendre, d'apprendre énormément aux côtés de personnes qui avaient beaucoup à me donner. Et je suis tombée sur la perle rare, entre guillemets. Je suis entrée à Lune Bleue en septembre. Donc là, c'est dans le cadre d'un contrat d'alternance, donc en master, donc, qui est hyper intéressant parce que ça permet d'être énormément
temps dans l'entreprise et en fait d'apprendre beaucoup. Je pense que j'apprends 90% en entreprise en fait, aux côtés de mes collègues et surtout aux côtés de Mélanie qui me trimballe partout et c'est génial. C'est vraiment super. Là, pour information, on est en Corse pour une résidence d'accélération où justement on accompagne des startups, donc des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Enfin, non, ils sont déjà entrepreneurs. Et donc, pour moi, qui apprends aussi à entreprendre, c'est juste la meilleure formation qui puisse être. Donc, merci pour ça. Et bon, voilà, du coup, j'ai un peu débordé sur mon parcours. Et non, si, quelque chose de très important, c'est qu'au sein de Lune Bleue, il y a une branche, on va dire, un peu intrapreneuriale, donc qui permet aux associés de développer des projets qui les animent. Et ça, c'est aussi hyper intéressant à expérimenter, d'intraprendre du coup, à l'intérieur d'une entreprise avec plein de personnes qui ont des compétences hyper variées. Mais alors, on parle entrepreneuriat, mais que représente l'entrepreneuriat, l'entreprise pour nos interviewés? Alors, c'est une question assez large, mais je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une manière de concrétiser des idées, avant tout. C'est une façon de transformer ce qu'on a dans la tête en quelque chose de concret, et puis généralement qui puisse créer une valeur économique, puisque sinon, ça peut être un projet associatif ou autre. Et donc, l'idée, c'est que on a tous envie de faire quelque chose au fond de nous, et ce quelque chose peut parfois se traduire par une entreprise. C'est dans des cas assez précis. Il faut qu'il y ait un besoin, un vrai besoin de marché. Il ne suffit pas d'avoir une idée, une volonté, une inspiration pour qu'il y ait un besoin de marché en face. Il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux et une question de timing qui est extrêmement importante. Je pense que quand les trois choses se rencontrent, on a véritablement l'occasion de créer une entreprise. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, ça n'est pas simplement avoir une entreprise. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un esprit. Tu peux être salarié demain et avoir cette liberté, cette envie d'entreprendre. Et je connais beaucoup de gens donc, qui sont salariés ou fonctionnaires, qui sont entrepreneurs même de leur vie. Alors évidemment, sur le papier, être entrepreneur, c'est avoir sa société, avoir un statut juridique. Mais pour moi, cette liberté et cette capacité à se dire je suis acteur, actrice de ma vie, pour moi c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je défends au quotidien et ce sont des valeurs que j'essaye de léguer à mes enfants. Ça, pour moi c'est très très important. Aujourd'hui, tu vois, on reproche à beaucoup de gens de se positionner en victime ou d'assistanat. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est des valeurs qui se perdent, la liberté d'entreprendre et cet esprit d'entreprendre. Alors pour moi l'entrepreneuriat c'est avant tout une aventure personnelle. C'est se poser un moment les bonnes questions de savoir où est-ce qu'on se situe professionnellement, où est-ce qu'on désire aller et surtout où est-ce qu'on va avoir cette fibre de vouloir porter un projet, parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd de sens, lourd de responsabilité aussi. Je pense que c'est une question qui, dans la tête de chaque futur entrepreneur ou chaque entrepreneur déjà établi, met un certain temps à cheminer parce qu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est vrai que tant qu'on est salarié, malgré les responsabilités qu'on va pouvoir avoir, on sait toujours que quelque part, c'est pas notre problème. Le jour où on franchit le pas, on se rend compte réellement de ce que ça implique. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Après, pour moi, ça a toujours fait sens. J'ai toujours voulu, depuis l'âge de 20 ans, porter un jour mon propre projet. Mon parcours professionnel a fait que j'ai eu le temps d'acquérir de l'expérience, de monter d'échelon, de pouvoir gérer à la fois des commerces, de faire un parcours dans l'achat de biens, le rachat, la gestion d'entreprise,
en tant que directeur de restaurant à Esprit Sushi, pour ne pas le nommer. Et tout ce parcours-là m'a amené à me dire maintenant j'ai le bagage nécessaire pour pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre et acquérir au cours de la décennie qui s'était écoulée pour porter à bien mon bébé qui est Sakura aujourd'hui. Alors, c'est une question qui est quand même assez vaste. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est créer, oser, sortir de sa zone de confort. Et peut-être aussi, je pense qu'on a tous quelque part quelque chose en nous à donner aux gens, au monde. Et du coup, on a tous une histoire très différente. Et dans notre histoire, on a peut-être quelque chose qui peut servir aux autres. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis tombée un peu par hasard, en fait, dans le bien-être et dans les massages. Et voilà, je me suis un peu servi de mon histoire de vie pour mon activité. Voilà, c'est concrétiser aussi, comme on disait tout à l'heure, des idées. Et on a tous des idées très différentes et des parcours de vie très différents. Et moi, mon activité, elle m'a permis de vraiment m'épanouir. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du coaching à vous, Marina et Mélanie ? L'envie de coacher des entrepreneurs, elle est venue au fil du temps. À Paris, quand on a monté Urban Challenge, on n'était pas forcément aidés, on n'avait pas de programme d'accélération. La French Tech et tous les dispositifs start-up ont été créés plus tard. Et c'est vrai que j'aurais gagné beaucoup de temps si on m'avait bien coaché, bien aidé à développer un modèle, éviter des erreurs, être accompagné par des pairs. Et puis en rencontrant Jean Leccia, donc le fondateur d'Emao, donc qui est une association qui œuvre notamment pour promouvoir l'entrepreneuriat en Corse et pas que, il fait plein d'autres choses. C'est aussi d'accompagner un territoire et de modestement avec tous les autres acteurs, mais nous de contribuer à faire en sorte que les entrepreneurs aient envie de rester sur le territoire de la Corse et attirer des talents sur ce territoire et continuer à le développer. Et c'est vrai que le Covid, je pense que ça peut aider puisqu'il y a quand même le télétravail qui s'est largement démocratisé dans les entreprises. Et donc, aujourd'hui, on peut travailler d'un peu partout, et donc pourquoi pas en Corse, pour entreprendre. Donc, c'est cette idée aussi de pouvoir travailler de partout, de sa passion, et de motiver les entrepreneurs, de leur dire que c'est possible, et notamment les femmes. C'est aussi un moyen d'agir pour dans des secteurs qui nous donnent envie de faire bouger des choses, pour les... je dirais même au-delà pour les femmes, mais aussi pour les jeunes, d'atteindre une indépendance financière et du coup une indépendance tout court plus rapidement. Nous venons donc de découvrir nos interviewés, leur parcours et leur motivation qu'ils et elles ont eu à entreprendre. Mais l'entrepreneuriat aussi est un parcours et il peut amener de belles découvertes sur soi, ses capacités, de nouvelles rencontres, etc., mais également des difficultés et des freins à entreprendre. Écoutons nos entrepreneurs et entrepreneuses en parler. Moi, j'ai travaillé au sein de 6 startups avant de me lancer. Et j'ai toujours travaillé dans des toutes petites startups, early stage, parce que ça m'a toujours intéressé d'être très, 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 très près du front, on va dire, et de ne pas avoir des rôles dans une grande structure où j'aurais peu d'importance. Et dans une startup, les moyens sont limités, les ressources sont limitées. Donc en fait, quand on t'embauche, même en tant que stagiaire, même en tant que stagiaire qui est là pendant 2 mois, en fait, tu as un rôle clé
parce qu'on met quand même, et ben même si on te paye 500 € par mois, ces 500 € par mois, ils comptent. On a besoin de toi et le temps qu'on t'alloue, c'est un temps qui est hyper cher pour le dirigeant. Donc en fait, on ne te prend pas pour rien et on te fait faire des choses qui ont un vrai impact et qui ont un vrai risque pour la société. Et ça te met tout de suite dans le bain. Tu es mis en première ligne et je pense que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont mis en situation. Et en fait, donc, ayant toutes ces expériences dans des startups, certaines qui ont fait faillite et d'autres qui ont été très bien revendues, j'ai vu de très près ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai pu travailler de très près avec des dirigeants passionnants et certains incroyables. Et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré dans la volonté de faire la même chose. Après, j'ai toujours eu un aspect, on va dire, organisateur dans ma vie. J'ai toujours organisé des groupes, des clubs, des projets. J'ai toujours fait ça depuis que je suis gosse. Donc, c'est juste le fait de pouvoir l'incarner qui m'intéressait. Et j'ai été salarié pendant 2 ans, mais ça ne me correspondait pas. Parce que je n'avais pas la capacité justement de mettre en œuvre et d'avoir un impact. Et je me suis dit que la seule façon de le faire, c'était de monter une boîte. Donc j'ai commencé avec une première boîte, avec une idée assez novatrice. C'était dans la crypto-monnaie en 2015. Et puis ensuite, j'ai itéré, j'ai créé des différentes entreprises avec toujours plus de moyens et de personnes. Et je vais continuer pendant encore quelques temps, je pense. Là encore, quand on veut entreprendre, il vaut mieux être accroché parce qu'on n'a pas conscience forcément de tous les freins et de toutes les difficultés et tout ce qu'on va devoir payer avant même d'avoir récolté le premier euro. Ça fait partie du charme, si on peut appeler ça ainsi, de la bureaucratie française. Donc les difficultés, la première, c'est de trouver déjà un local. Et de trouver un local qui va pouvoir convenir à un type d'activité. Donc pour nous, la problématique première, c'était qu'il nous fallait un local d'au minimum 80 mètres carrés dans un endroit qui était quand même assez passant. Donc moi, j'avais visé la vieille ville, vraiment le cœur de ville. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un local aussi grand dans un secteur qui est déjà très, je dirais, prisé. Et au final, je pensais que ça allait être ma plus grosse difficulté. Et ça a été peut-être le plus simple de le trouver. Et après, après le problème, je dirais, principal, ça a été le financement. Donc la banque, parce qu'au début, malgré le CV qu'on peut avoir, moi et mes associés, moi en tant que manager, directeur d'entreprise, mes chefs qui ont 30 ans de métier derrière eux, on reste quand même des inconnus. Et pour une banque, c'est toujours un risque. Donc première difficulté. Et ensuite, ça va être le parcours du combattant. C'est un peu comme les 12 travaux d'Astérix. C'est un peu l'idée. Donc ça commence par obtenir un débit de boisson de licence 4 restauration. Mais pour ça, il faut avoir des papiers. Et pour avoir ces papiers, il faut d'abord avoir la licence. Donc on se dit, bon, ça commence bien. Et c'est toujours, il se renvoie toujours la balle entre il me faut ce formulaire, mais pour avoir ce formulaire, il m'en faut un autre. Donc ça a été 3 mois assez fastidieux. Le plus compliqué aura été, normalement, chaque établissement est censé être aux normes handicapées, donc pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Malheureusement, comme tout commerce je dirais de la vieille ville, voire même du cours Napoléon, ne se prête pas à recevoir ce type de public. Donc il faut pour ça demander une dérogation. Et c'est la partie la plus compliquée, parce que ça demande quand même du temps, de l'énergie. Mais après coup, on s'est dit, allez, feu, on y va. C'était sans compter que le notaire n'avait pas forcément envie de prendre aussi en considération notre demande. Donc il a fallu patienter. On a quand même eu 3 mois de retard.
Et au moment d'ouvrir, on se dit ça y est. Et là, on se rend compte qu'on reçoit la cuisine et qu'il manque la moitié. Donc voilà, on a commencé un peu en cuisine en faisant un peu du camping. Mais bon, ça fait partie du folklore. Aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit bon. J'ai même d'ailleurs été en retard à ma propre inauguration, ce qui est quand même pas mal. Je suis arrivé une demi-heure en retard, voilà. Donc en détente, hein, tout le monde m'attendait. Et moi, je suis arrivé un petit peu en papa mobile, mais bon, c'était drôle. Et depuis ce jour, voilà, on est parti sans compter les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Et je dirais la plus importante aurait été, je pense, pour n'importe quel chef d'entreprise, la crise du Covid. Comment se réinventer, comment faire en sorte de perdurer, de continuer à pérenniser les emplois. Mais bon, là, je pense que ça pourrait être un autre sujet, un autre débat. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. J'ai une chance qui, mes amis le savent, une chance légendaire. Donc c'est vrai qu'on a ouvert en août. L'ouverture officielle, c'était le 12 août 2019. Et en mars 2020, premier confinement. Donc là, fermeture complète, totale. On a repris un peu sur de l'emporter. À l'époque, on ne faisait pas de livraison. L'été après est arrivé, donc une saison un petit peu en demi-teinte malgré tout. Un début de reprise en septembre prometteuse et un couvre-feu à partir du mois d'octobre qui aura duré de octobre à juin 2021. Donc quand même une longue période. Un mois de juillet assez contrasté parce que les gens avaient quand même malgré tout un peu, je pense, l'appréhension de retrouver dans un espace un peu clos. C'est vrai que la terrasse était très demandée, mais malheureusement on n'a pas une terrasse non plus immense. Et à partir du mois d'août, bon, les choses ont commencé à retrouver je dirais un semblant d'équilibre. Et aujourd'hui on est très heureux parce qu'on n'a plus de passe sanitaire, plus de masques. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais on va en profiter tant que ça dure en tout cas. Quoique les galères, oui, ça peut être le recrutement. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui est quand même assez particulier. Et trouver en Corse des personnes qui sont capables de réaliser une cuisine qui est quand même très spécifique, que sont les sushis ou les plats thaïlandais ou japonais, ça peut être un frein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Sakura a les capacités de pouvoir se développer, mais après, c'est de pouvoir trouver les bonnes personnes. C'est pas toujours évident parce que 9 fois sur 10, ça va être des personnes qui vont être sur le continent, voire qui vont être dans d'autres pays. Et là, on n'est plus dans les mêmes rapports qu'on va avoir lors de nos entretiens parce que tout se fait à distance. C'est des personnes qu'il va falloir bien sûr motiver par un salaire qui va les faire se dire on va peut-être se délocaliser en Corse. À côté de ça, il faut leur trouver un logement. Il faut que quand ils arrivent, tout soit prêt. Et c'est vrai que ça demande plus de boulot. On a déjà tenté l'expérience à quelques reprises, mais c'est vrai que souvent, quand ça ne correspond pas forcément aux attentes, les miennes ou celles de l'entreprise de manière générale, c'est toujours un petit coup un peu au moral, parce qu'on se dit on s'est quand même beaucoup investi, plus que pour n'importe quel salarié insulaire. Hein. Et au final, c'est souvent en vain. Donc c'est vrai que s'il y allait avoir un frein spécifique sur notre secteur d'activité sur le plan insulaire, ça serait le recrutement. Pas sur le plan du service, parce que pour le coup, là, on est quand même bien fourni, mais sur le plan voilà, de la cuisine. Et on se rend compte depuis l'été dernier que après 9 mois de fermeture, toutes les personnes qui travaillaient un peu dans l'hôtellerie-restauration, qui ont retrouvé un semblant de vie, je dirais, normal, hein, donc des soirées, des week-ends, des dimanches, se sont rendus compte que finalement, pour le travail effectué, le salaire n'était pas forcément toujours en adéquation avec les heures qui pouvaient être faites, avec les sacrifices que ça pouvait représenter sur le plan personnel, familial.
Et je pense que c'est l'une des raisons de la crise que peut rencontrer notre secteur aujourd'hui. Après, on va essayer, je pense, tout à chacun d'essayer d'y répondre pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut dans les années qui viennent. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat avec mon compagnon, Valentin, qui a la société Octopus, qui a voulu se lancer aussi par passion pour l'automobile. Il est tombé dedans tout petit. Et du coup, c'était comme une évidence. Je lui ai même dit, il arrivait à un tournant de sa vie où on a beaucoup discuté et je trouvais ça important de mettre au cœur, en fait. C'est vrai qu'on passe 80% du temps au travail et je trouvais ça important qu'il réalise sa passion, ce qu'il a en fait, ce qui l'anime. Et du coup, moi, je voyais bien que c'était l'automobile et qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et du coup, je lui disais, je te vois tellement te lancer à ton compte et parce que je le voyais comme ça et dans l'automobile. Et en fait, c'est venu assez naturellement. En fait, il avait une passion pour tout ce qui était cleaning au niveau de l'automobile. Et donc, on a commencé à travailler tous les deux sur son idée, sur la réalisation du projet, comment se lancer, quels outils, quelle clientèle. Voilà, on a commencé à vraiment faire du brainstorming tous les deux et du coup créer une vraie activité. Il a commencé en auto-entreprise, donc on a quand même commencé tous les deux puisque moi j'étais quand même bien présente dans le projet pour tout ce qui était, je dirais, paperasse, il n'y en a pas trop en auto, mais peut-être soutien et développement, tu vois. Et en fait, ça a vite pris. Il a commencé à travailler, comme tu sais, avec beaucoup de concessions ajaxiennes et puis après développer le particulier. Et donc, on a dû créer une société, embaucher, prendre un local et c'est allé très vite finalement. Et donc, moi, je l'ai assisté sur tout ce qui était communication, développement, gestion aussi du coup administratif. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. C'est allé assez vite et maintenant ça va faire 4 ans alors ça va faire 3 ans pour la société et ça va faire du coup 4 ans en tout d'activité. Voilà. Et donc moi, pour le bien-être, c'est arrivé pendant le Covid. Voilà, on a eu un petit peu plus de temps, même si on n'a pas arrêté l'activité. Mais en fait, moi, j'ai une insuffisance veineuse et je me faisais beaucoup... je cherchais en fait des professionnels pour tout ce qui était drainage, tu vois, pour me soulager finalement. Et donc, je cherchais toujours des méthodes un peu avant-gardistes ou des choses que j'avais jamais testées. Et je suis tombée sur une méthode qui maintenant est quand même assez connue, qui s'est bien développée, qui est la méthode Renata Franza. Donc, j'ai été la tester et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, il y a vraiment, dès la première séance, un côté très allégeant, très on redynamise tout ce qui est circulation sanguine, lymphatique. Je suis tombée sous le charme, vraiment. Et j'ai voulu aller me former. J'ai voulu aller me former parce que j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit, il y a tellement de femmes qui doivent être dans ma situation et qui ont envie et qui ont besoin justement de supprimer ces maux de jambes, d'avoir du bien-être, quoi, de prendre soin de soi. Et j'ai été me former à Marseille. Je suis rentrée, je savais pas trop ce que j'allais en faire parce que moi j'avais du coup déjà mon activité avec Valentin. Et puis ça s'est fait assez naturellement en discutant autour de moi. On m'a vite proposé de prendre un cabinet justement au Sporting Club puisque Benjamin qui a repris la salle voulait créer lui aussi un pôle bien-être du coup avec une sophrologue, une ostéopathe, etc. Et donc il cherchait des massages bien-être. Voilà. Et donc je suis arrivée et c'était en plein Covid l'année dernière, donc au mois de janvier-février. Et je me suis dit, pourquoi pas, qui ne tente rien n'a rien. Et ça a commencé comme ça, et ça a très, très vite pris. Je me suis très, très vite aussi trouvée, épanouie, et ça a finalement un peu mangé mon activité première.
Donc, on va dire que maintenant, je travaille quand même à 90% pour Casador et 10% pour Octopus. Donc, ça a demandé un peu un réaménagement de l'activité, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, les principales difficultés, c'est à la fois ce pourquoi j'ai entrepris, c'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans le rural, donc pas d'emploi dans mon secteur de métier. Et ça a été aussi donc une difficulté parce que difficulté d'accès aux services, difficulté d'accès au réseau Internet. Je me rappelle une année, je me suis retrouvée donc 3 jours sans électricité avec mon fils qui avait la gastro. Voilà. Et un appel d'offres à rendre, évidemment. Et tu connais le principe des appels d'offres. Il faut rendre pour telle date, sinon tu es exclu du marché. Donc voilà, donc ça fait partie des joyeusetés, tu vois, expérimentées. Donc ça veut dire tout anticiper en fait. Quand tu es éloigné à ce moment-là, tu ne peux pas t'y prendre la veille pour le lendemain sur un appel d'offres. D'ailleurs, je déconseille quoi qu'il en soit, même si on est en ville, hein, de toute façon. Mais vraiment, c'est cet éloignement des services. Et puis aussi, c'était sur le fait qu'on soit sur une île, donc avec pas forcément beaucoup de projets. Sur l'île. Donc les premières années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours même sur le continent pour développer une activité qui me fasse vivre. Et c'est vrai que c'était quand même assez fatigant, très prenant. Et c'est vrai que quand ma fille est née, en 2015, j'ai arrêté ces allers-retours parce que c'était, en termes d'organisation, c'était plus possible. Donc là, tu vois, je te parle des freins, mais sur ce qui m'a beaucoup aidé quand même, ça c'est, j'avais un métier très prenant. Donc j'ai réussi à le faire aussi parce que j'avais une famille autour qui pouvait m'aider sur la gestion notamment de mes enfants, parce que on parle aussi souvent d'entrepreneuriat et de maternité comme si c'était la panacée, mais aujourd'hui, ok, tu gères ton planning, mais tu as quand même des comptes à rendre à tes clients, et donc si tu ne rends pas un projet, tu n'es pas payé, tu ne vis pas, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et du coup, le fait d'avoir ma belle-mère, ma belle-sœur à proximité, c'est ce qui fait que j'ai pu autant travailler. Donc, sur les femmes qui entreprennent, moi, quand même, je constate aujourd'hui que si elles n'ont pas un réseau familial, un soutien fort, voire un partage des tâches important avec le conjoint, parce que c'est vraiment la clé. Je trouve que la réussite d'une femme, c'est aussi... le fait de partager les tâches avec son conjoint de manière équitable et qu'il prenne sa part aujourd'hui. Après, voilà, j'en reviens aussi, donc j'ai parlé de l'insularité, du fait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de projets, et aussi les distances, voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu fais un Guitire-Bonifacio, c'est 2h30 de route. Tu vas à la Bastia, c'est 3 heures de route. Donc, c'est forcément des temps de trajet plus prenants. Et quand j'ai commencé dans mon activité, tu n'avais pas forcément des visioconférences. Les clients aimaient bien te voir. Donc, c'est quand même beaucoup de déplacements. Donc, ce qui a résulté d'un choix de vie et d'un militantisme au final, était quand même des difficultés que j'ai su renverser. Et ce pourquoi aussi je milite aussi aujourd'hui en tant qu'élue, c'est de favoriser à la fois les entreprises dans le milieu rural et comment nous, en tant qu'élus, on peut les aider, on peut les accompagner. Alors, ça s'est fait assez naturellement, comme je disais. Maintenant, il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans toutes les activités, comme on disait tout à l'heure. Des freins, je pense qu'on peut s'en mettre si on a une idéologie. Moi, je suis partie, je me suis lancée, je dirais... Je me suis lancée, c'est arrivé un peu comme ça. L'histoire de la salle aussi, ça s'est fait de bouche à oreille. Et je dirais que j'ai mis les choses en place pour que ça fonctionne je me suis dit, j'ai un cabinet, qu'est-ce que je peux en faire ? Je l'ai mis à mon goût. J'ai fait une déco dans laquelle je me sentais bien, qui pouvait aussi plaire... aux femmes que j'ai tous les jours. Et puis après, ça a été plus comme un jeu. Le fait d'animer les réseaux sociaux, de faire des fly. C'est vrai qu'il faut être quand même multicasquette. Les freins peuvent vite arriver si on se pose peut-être trop de questions. Je sais pas. En tout cas, là, quand j'y réfléchis, je me dis...
je me dis que tout est possible, que chaque chose arrive en son temps et que on peut tout le temps enjoliver, améliorer les lieux. Voilà. Pour l'instant, les freins, je dirais peut-être les locaux, et quoique moi j'ai trouvé quand même un cabinet assez vite et un peu par hasard. Donc là, tout de suite, là, comme ça, à l'heure actuelle, je dirais pas trop, sans prétention. Voilà. C'est vrai que quand j'ai eu la question, j'y ai un peu réfléchi. Et je me suis dit, les freins, qu'est-ce qui aurait pu me bloquer ? Et finalement, c'est tellement venu naturellement que je me suis dit, je ne vais pas en inventer. C'est pas, peut-être que j'en aurai dans le futur. Mais tu vois, là... j'avais envie justement d'un peu plus de luminosité. Et je sais que j'avais aussi des femmes qui voulaient venir me voir sur un autre secteur et qui ne pouvaient pas trop venir sur Portich. Et finalement, ça s'est fait un peu par hasard aussi en début d'année grâce à toi qui a partagé justement une annonce de Caroline. Et du coup, je l'ai contactée. Ça s'est fait comme ça. Donc du coup, maintenant, je suis sur Mediavie aussi une autre partie de la semaine et ça me permet d'avoir un cabinet plus lumineux. Donc j'ai réalisé, je dirais, une de mes envies et du coup j'ai répondu aussi et je retrouve une partie des femmes qui voulaient venir sur Mediavie. Donc je pense que ça vient petit à petit, ouais. Je pense que ça vient petit à petit et je pense que quand on a des freins ou des choses vers lesquelles on veut se tourner, c'est bien de les poser sur un papier et de faire un petit peu attention à ce qui nous entoure et je pense que ça arrive. Eh bien, j'ai moins de difficultés en Corse que sur le continent. Ouais. Je n'ai jamais eu de problème en tant que femme. Alors, attention, je dis toujours que ce n'est pas parce que ça ne m'est pas arrivé à moi que ça n'existe pas. Donc, je voudrais quand même que nos auditeurs soient vigilants quand même là-dessus. Mais j'ai toujours rencontré un très grand respect, une écoute de la part de mes clients. Après, je ne te cache pas que comme je travaille beaucoup avec les collectivités, et surtout quand j'ai commencé, tu as des délais de paiement qui sont bien plus rallongés que dans le privé, que si tu as des clients privés. Donc là, tu réponds à un marché public. Il faut savoir que si tu réponds à un marché public, tu as des délais de paiement qui sont rarement respectés à 30 jours aujourd'hui, comme c'est la règle. C'est plutôt aujourd'hui de 90 jours. Et encore, je te dis, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à mes débuts. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre quand entrepreneur, si vous démarrez, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dès le début, d'avoir un fonds de roulement, une trésorerie qui vous permette de tenir au moins 6 mois avant de démarrer votre activité. Surtout si vous travaillez avec des collectivités. Et après... ce qui était compliqué, voilà, c'était ce système d'appel d'offres où c'est toujours beaucoup de paperasse administrative, quelque chose de très lourd. Mais c'est quelque chose où j'ai pu développer un vrai savoir-faire. C'est ce qui me permet aujourd'hui de proposer cette compétence à mes clients. Donc l'un dans l'autre, voilà. Si j'ai appris cette résilience-là, c'est le cas. Mélanie, Marina, du coup, identifiez-vous des problématiques spécifiques liées au genre dans l'entrepreneuriat ? Donc, il y en a de manière factuelle. Il y a sur tous les entrepreneurs, 40% seulement sont des femmes. Mais il y a une progression parce qu'en 2013, elles n'étaient que 30%. Donc, on a quand même augmenté de 10 points, ce qui est assez impressionnant. Sur une dizaine d'années, le nombre de femmes. Ça, c'est le premier point. Donc, on essaye de promouvoir justement et d'accompagner les femmes à devenir entrepreneurs. Ce qu'on observe, c'est que les femmes sont plus réticentes, notamment à l'emprunt, à la dette. Elles vont se sentir peut-être moins légitimes à lever des fonds, à aller chercher de l'argent. Peut-être aussi qu'elles ont... On dit, je crois, une gestionnaire de bon père de famille. En fait, je crois que c'est gestionnaire de bonne mère de famille qu'on devrait dire, parce que les femmes sont de très bonnes gestionnaires. Et justement, vont chercher de l'argent quand elles en ont vraiment besoin. Et là aussi, c'est une donnée rationnelle, puisque le taux de rejet bancaire dans le cadre d'une création de boîte
est 2 fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Donc, quand les femmes vont chercher un prêt bancaire à la banque, il y a 2 fois plus de chances qu'elles aient un rejet. Donc, ça explique aussi peut-être cela. Mais n'oublions pas aussi que l'ouverture des comptes bancaires des femmes sans le consentement du mari, ça date de 1965. Et c'est pas très vieux, 1965. Donc ce rapport à l'argent qu'ont les femmes, il est aussi dans nos veines. C'est de génération en génération, on n'a pas eu accès à l'argent. C'était l'homme qui touchait un salaire, les femmes qui étaient derrière, qui travaillaient pourtant beaucoup. Moi, ma grand-mère, elle était femme d'agriculteur. Elle a eu aucune retraite, pourtant elle a travaillé autant que lui. Et voilà, c'était vraiment des femmes qui travaillaient énormément. Il n'y avait pas de reconnaissance, donc on a ça en nous. Donc ça, c'est un fait, c'est pas un mythe de dire que oui, il y a quand même des difficultés pour les femmes à entreprendre parce qu'on vient de là. En revanche, il y a plein de choses très positives qui se jouent là dans ces dernières années, et notamment les hommes. Les hommes, en fait, prennent part de manière assez importante à valoriser aussi les femmes, à prendre part dans les tâches ménagères de plus en plus, qui permet à la femme d'entreprendre aussi. Parce que quand on a tout à gérer, les enfants, les tâches ménagères, les courses, la logistique, entreprendre, c'est quand même plus compliqué. Si les hommes s'y mettent de plus en plus, ça donne plus de place à la femme pour entreprendre. Donc, il faut que les femmes s'unissent entre elles et créent une dynamique positive pour entreprendre et se soutenir et se donner confiance en elles. Mais il y a aussi autant de pouvoir auprès des hommes à faire changer les choses, à eux aussi prendre part à ce développement de l'entrepreneuriat féminin. Ça viendra des deux côtés. Je pense qu'il y a 2 choses à soulever dans l'entrepreneuriat. Si on parle de différence des genres, du côté des femmes, je pense que même des jeunes femmes encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'autocensure. Il peut y avoir des barrières en fait dont on n'a pas conscience, et je pense que c'est hyper important de donner des exemples de réussite de jeunes femmes. Donc tout ce travail que vous faites, par exemple toi Audrey, ou à la M3E, c'est hyper important d'avoir justement des modèles comme ça de jeunes femmes ou de femmes qui osent entreprendre, qui ont cette audace-là. Et c'est en faisant et en rendant visible ce genre de parcours qu'on invitera de plus en plus de femmes à entreprendre, et que ça devienne normal, quoi, qu'on n'ait plus du tout ces questionnements à se demander est-ce que je suis légitime ou non, d'avoir des fois ces syndromes de l'imposteur. Donc je pense que l'importance des modèles est capitale. Et ensuite, il y a autre chose, je pense, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Mélanie. Il faut qu'on s'entraide. C'est vrai que parfois, on peut avoir un regard qui est beaucoup plus sévère d'une femme sur les autres femmes, des femmes qui, parce qu'elles ont peur d'être mises en concurrence, qu'elles sont arrivées à des postes de dirigeantes par exemple, elles vont beaucoup plus facilement, entre guillemets, désolée pour le mot, mais tacler les autres femmes pour pas se faire de concurrence. Je pense qu'il faut arrêter avec ces automatismes, ces réflexes un peu grégaires, mais plutôt se soutenir, et c'est comme ça qu'on se donnera à tous plus de force, que ce soit hommes et femmes, et vraiment rendre un peu ce concept de sororité un peu plus commun et un peu plus naturel, quoi. Et toi, qu'en penses-tu, Jean-Michel ? Il y a des choses qui évoluent, mais il reste beaucoup de choses encore en chantier. La discrimination salariale, ça existe, il y en a beaucoup. Elles sont de différentes ampleurs.
suivant le secteur, suivant les postes, suivant y compris dans la fonction publique, ça existe, ça paraît absolument incroyable, mais ça existe toujours. Donc c'est des questions comme ça, c'est des questions d'accès direct à l'emploi, c'est des questions au-delà et plus loin, les questions de la retraite, puisque évidemment, si vous travaillez moins, vous travaillez plus à temps partiel et que vous êtes moins payé, bah, à l'arrivée, vous avez une retraite qui est plus du tout une retraite, quoi. Donc, et si en plus vous êtes seul, et que déjà vous avez été dans le cas de famille monoparentale, c'est terrible. Voilà. Donc il y a des mécanismes lourds qui construisent des inégalités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des idées qui évoluent, mais tout au moins il y a des mécanismes qui restent. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de montrer, de faire comprendre. Les liens, je vous dis, avec les territoires, c'est aussi de voir comment il y a un intérêt croisé entre les territoires et entre les femmes pour pouvoir travailler localement, parce que il y a des intérêts évidemment de conciliation de vie professionnelle et de vie familiale, mais il y a aussi des intérêts de vie locale, il y a des intérêts de métiers qui peuvent en entraîner d'autres. Donc c'est aussi ça sur lesquels on essaye de sensibiliser les différents acteurs. Et du coup, quels seraient les avantages économiques à l'égalité professionnelle ? Déjà, on peut pas se priver de la moitié de la population quand on a besoin de faire du développement économique, que majoritairement, quand on regarde les chiffres, les femmes sont généralement mieux formées que les hommes. Cependant, il y a encore une fois des habitudes, on va dire, qui font que elles sont plutôt concentrées en formation comme dans les métiers dans certains domaines. Voilà. Et encore une fois, on a un peu de mal à sortir de ça. Et que c'est justement l'enjeu, ça serait justement de pouvoir se servir de tout le monde et d'élargir le champ des possibilités de travail, le champ, je dirais, de manière latérale, mais aussi de manière verticale, parce que c'est un des autres aspects de la question, c'est que, bon, je ne vais pas toujours ramener le plafond de verre, mais c'est une réalité aussi. Plus on monte dans la hiérarchie et moins on trouve de la représentation féminine, ce qui n'est pas logique non plus, il n'y a pas de raison objective pour que ça soit comme ça. On a beaucoup parlé des problématiques genrées pour les femmes, mais pour les hommes, quelles sont-elles ces problématiques ? Alors peut-être pas forcément dans un domaine particulier, mais je pense que les hommes subissent aussi les comportements des ancêtres, qui est qu'un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas, un homme est solide, tient les rênes de la famille financièrement. Et donc, peut-être qu'il est plus complexe, nous, ce qu'on observe dans les coachings, d'avouer pour un homme que c'est compliqué, qu'il est en situation de difficulté et qu'il a besoin d'aide. Et c'est peut-être plus logique pour une femme de le faire. En tout cas, c'est ce que j'observe sur le terrain, que les hommes vont attendre vraiment le dernier moment et c'est peut-être des fois trop tard pour tirer la sonnette d'alarme et de dire non mais là en fait vraiment j'ai besoin d'aide, que ce soit une aide financière, une aide psychologique, d'avoir le moral qui remonte un petit peu, d'essayer de se déconnecter un peu de ce monde professionnel pour aller chercher de l'énergie dans ses loisirs, de se déconnecter pour après revenir plus fort. Ça, c'est peut-être aussi plus complexe pour l'homme. Mais je vais revenir un peu sur l'expérience de la restauration. Donc, dans la restauration, dans la cuisine en particulier, où c'est majoritairement masculin. Et il y a cette obligation, c'est une obligation d'être viril, parfois d'être grossier. C'est vraiment très ancré. C'est des grosses brigades.
où les hommes souvent sont jeunes et ont besoin un peu de s'imposer, beaucoup de cris, etc., des fois de la violence. Et en fait, donc du coup, moi, j'étais pas dans la partie cuisine, j'étais plus dans la partie salle et j'avais donc on appelle le maître d'hôtel, donc en fait, c'est le responsable de salle qui ne voulait recruter que des hommes. Alors pourquoi des hommes ? Parce que les hommes, c'est plus endurant. Les hommes, ça peut descendre les poubelles. Les hommes, ça peut tout faire, ça se plaint pas. Au final, les 2 seules filles qui étaient, c'était finalement beaucoup les plus efficaces. Et c'était avoir toujours des stéréotypes rabâchés en permanence sans jamais se remettre en question ou quoi. Et quand je suis arrivée à Lune Bleue, c'était hyper intéressant de voir... il y avait aussi pas mal d'hommes, mais en fait, les hommes n'étaient pas au poste de direction, en fait, à Lune Bleue. C'est vrai qu'à chaque fois, les responsables des différents, on va dire, des différents postes stratégiques, à part donc Thomas qui est un gérant, mais sinon, c'est vrai que la plupart du temps, c'était des femmes. Tu vois, Sandra, par exemple, c'était elle qui était plutôt la responsable de salle. Toi, tu étais vraiment plus la directrice exécutive. Il y avait Laure qui était sur la partie financière administrative. Donc, ça a été un énorme contraste aussi de voir les deux... dans une même époque, selon le secteur d'activité, de réalités complètement opposées. Pensez aussi à un autre obstacle qui est un obstacle naturel, qui est que la femme, en fait, elle, au cours de sa vie, il est probable qu'elle ait un enfant. Et donc, quand on a un enfant, on est enceinte. Et on a, à un moment donné, des conditions physiques un peu plus complexes. On porte un enfant, c'est lourd, c'est fatigant. Le corps s'adapte à avoir 2 êtres en un seul corps, c'est quand même fou. Ça joue aussi sur l'humeur. Il n'y a pas que la question de la fatigue. Et puis aussi, de manière naturelle, on le voit chez les animaux, par exemple, de repli sur soi, de vouloir... je crois que c'est l'ours qui nettoie à fond sa caverne avant d'accoucher, de donner naissance. Je ne sais pas si on dit accoucher pour un ours. Et la femme, c'est pareil. Moi, je me rappelle, la veille d'accoucher, je me suis... transformée en ceux qui connaissent la référence Monica de Friends, quoi. J'ai tout nettoyé chez moi. Et donc, il y a vraiment cette sensation quand on devient femme, maman, d'avoir envie de se replier un peu sur soi, mais de manière très naturelle. Et puis, on accouche. Et ça, c'est une sacrée épreuve physique, bien plus importante qu'un marathon. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui ont fait... ils ont mis des capteurs sur le ventre des hommes et ont simulé en fait les douleurs des contractions. Et les hommes ne le supportaient pas. Ils se mettaient à pleurer, ont enlevé les capteurs tellement c'était douloureux. Donc le corps de la femme subit au niveau physique pour l'accouchement quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'ailleurs, ça nous rend lionnes. Quand on accouche, et notamment quand on peut accoucher de manière naturelle, on ressort, c'est une sacrée épreuve très positive. J'encourage d'ailleurs les femmes qui veulent accoucher d'imaginer accoucher naturellement. C'est une sacrée épreuve, très, très belle. Et puis après, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre soin de son enfant. Si on souhaite l'allaiter, on a besoin de plus de temps. Et donc, le système français ne permet pas à une femme entrepreneur de prendre ce temps-là. Il n'y a pas de congé maternité pour une femme entrepreneur. Il n'y a pas d'aide spécifique quand on est une femme entrepreneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le message qu'on envoie ? En fait, qu'on ne peut pas être maman et femme entrepreneur, on ne peut pas être aidée. Donc oui, ça c'est un sacré obstacle. Moi, j'ai eu 2 enfants. Quand j'ai accouché, les 2, c'était sur 2 entreprises différentes. Les 2 se sont révélés être des moments dans ma vie entrepreneuriale, en plus très complexes. C'est-à-dire que quand j'ai accouché de la première, donc qui s'appelle Margot, j'ai quitté l'entreprise pour mon congé maternité pendant 3 mois et là, l'entreprise a subi de nombreuses attaques concurrentielles
Il y a eu vraiment des déchirements au niveau des salariés. Enfin, ça a été très, très dur. Et donc, j'ai dû revenir beaucoup plus rapidement dans l'entreprise. Et la deuxième fois, c'était sur la création de Lune Bleue. Et là aussi, je venais d'accoucher. Et donc, j'ai fait toutes les réunions d'associés avec mon petit bébé dans les bras. Et voilà, ça, un homme n'a pas à le faire parce que si on veut allaiter et être maman entrepreneur, on n'a pas le choix. Il n'empêche que je pense que ça nous rend plus fortes. Donc, on peut le voir aussi de manière positive. Ça nous donne la sensation de pouvoir déplacer des montagnes. Donc, le fait d'accoucher, le fait d'avoir toutes ces contraintes-là, ça nous rend plus fortes. Il y a 3 ans, il y avait eu le congrès des Corsican Businesswomen à Bastia. Et donc, on participait à des tables rondes et la discussion était sur l'entreprise. Et à un moment donné, la conclusion qui est sortie, c'est qu'en fait, l'entreprise est faite pour l'homme, quoi. Voilà. Elle reste faite dans un certain modèle. Elle n'est pas forcément... Alors, j'aime pas trop le mot d'adaptation ou d'arrangement, si vous voulez, parce que lui, il ne prend pas les choses non plus à la racine. Voilà. C'est-à-dire que souvent, dans les entreprises, on arrange les horaires pour aller chercher les enfants à l'école. Bon, ouais. C'est bien, ça rend des services, mais ça ne règle pas la question fondamentale d'exercice et de promulgation, de diffusion, de progrès, de l'égalité. Parce qu'on reste dans des arrangements, pas dans quelque chose qui permettrait de prendre en compte tout le monde de la même manière. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut aussi être une manière de concevoir le développement économique, de libérer évidemment des compétences, des énergies et des champs de coopération. Le premier aspect positif quand même, c'est que c'est passé dans la société. Alors je ne vais pas vous dire que c'est passé dans toute la société, mais quand on discute avec des responsables politiques, hommes ou femmes, qu'on discute avec des élus, avec d'autres formes de représentation de la société, on se rend compte que malgré tout, c'est beaucoup plus perceptible. Alors, c'est de nature, ça ne suffit pas, encore une fois. Mais à partir du moment où, chaque fois que vous avez une discussion, vous avez tendance à prendre en compte cet aspect-là, vous êtes plus en capacité de pouvoir produire des dispositifs ou des manières d'appréhender la société qui favorisent ça. Donc ça, c'est quand même, je pense, un point positif, et il est en Corse, il n'est pas spécifique à la Corse, mais l'avantage qu'il peut y avoir sur la Corse, c'est que c'est une petite société, donc les choses elles peuvent se diffuser très vite aussi, vous voyez. À la fois, il peut y avoir des freins, mais il y a aussi cet aspect qui est que de proche en proche, on va très vite, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En dehors de ça, on a une difficulté à avoir des chiffres de manière constante pour essayer d'avoir une traçabilité de l'évolution des phénomènes. Vous voyez, ça c'est une difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se rendre compte de ça. La semaine dernière, vous avez eu Cinedon et à Bastia. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Julie Gaillet, qui portait un message là-dessus. Et effectivement, elle exprime que la dimension d'information statistique, de données, d'identification des phénomènes et aussi d'évolution de ça, c'est très important. Au niveau français, à d'autres niveaux, il y a des associations ou des fédérations qui essayent d'œuvrer dans ce sens-là, pour que
justement, on puisse mieux comprendre les phénomènes, mieux les détecter, pour pouvoir les expliquer, les comprendre, les expliquer et essayer d'agir dessus. Vous voyez ? Parce que, effectivement, pour moi, c'est une prise en compte globale. C'est pas en améliorant une chose ou une autre, mais c'est en traitant au niveau de la société. C'est aussi le message qu'on a essayé de faire passer à l'Assemblée de Corse. On était intervenu il y a 4 ans, on avait fait un séminaire avec les élus dans l'hémicycle, et le président de l'époque, Jean-Guy Talamone, avait porté cette démarche avec ses services aussi. On a eu aussi des discussions avec l'exécutif de Corse, on a des discussions régulières avec la conseillère exécutive en charge de l'égalité femmes-hommes, qui nous invite aussi. Donc je pense qu'il y a une évolution. Mais si vous voulez, comme toutes les évolutions sociétales, c'est assez lent, si vous voulez. Alors la force qu'on peut avoir, encore une fois, chez nous, malgré tout, c'est qu'on est une île, on est une petite société, et donc on peut aussi évoluer un peu plus vite, parce qu'on n'est pas sur les grandes masses. On peut avoir des phénomènes d'entraînement qui sont différents. Et qu'à un moment donné, je pense que même les acteurs entrepreneuriaux, ils peuvent comprendre qu'il y a un intérêt, si vous voulez. Donc, s'ils voient qu'il y a un intérêt, ils peuvent sortir de certains stéréotypes, justement. Nous savons bien que se lancer dans l'entrepreneuriat, que l'on soit une femme ou un homme, cela peut être complexe. Des contraintes peuvent par contre être plus ou moins prononcées selon le genre, comme la rivalité, l'autocensure, l'anticipation d'être enceinte, ou encore l'obligation inconsciente à la tenue du foyer, et la sous-estimation quasi constante pour les femmes, ou alors l'obligation du maintien de l'emploi et de la viabilité financière du foyer, l'obligation aux heures supplémentaires, sans commentaire, sans fatigue ni émotion pour les hommes, des contraintes qui peuvent devenir moteurs pour une personne, ou alors un véritable obstacle et frein. Il nous reste alors un dernier point à aborder. Il s'agit de l'entrepreneuriat, spécifiquement en Corse. Alors demandons à nos interviewés ce qu'ils et elles en pensent. Alors moi je suis dans la tech de manière générale. Toutes les entreprises que j'ai montées c'est dans la tech de façon plus ou moins proche. Donc soit dans le développement d'applications, de sites et de logiciels sur mesure, que ce soit pour des PME, des particuliers, mais plus souvent pour des grandes sociétés. Mais c'est aussi dans par exemple l'e-sport, tout ce qui est sport électronique, donc jeux vidéo en ligne, compétition. Et également dans tout ce qui est finance et crypto-monnaie. Donc moi j'ai une grosse spécialisation là-dessus, sur tout ce qui est blockchain et Web3, ce qu'on appelle aujourd'hui Web3 depuis quelques mois, qui consiste à être la nouvelle étape du web. Donc on passe d'un web 1.0 où on consommait de l'information sur Internet, un web 2.0 où il y a de l'interaction à travers des plateformes centralisées, donc d'où les fameux GAFA sur Internet. Et le web 3, c'est la décentralisation du web 2. Donc c'est le fait que les plateformes ne soient plus centralisées, qu'elles soient décentralisées, qu'elles appartiennent à leurs utilisateurs, et que les utilisateurs n'échangent pas que des informations, mais également de la valeur sur Internet. Donc Trendex se situe parfaitement dans cet écosystème-là. Et concrètement, ce secteur, c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner la façon dont les êtres humains interagissent, collaborent, échangent, puisque ça va nous permettre en fait de nous débarrasser, on va dire, d'intermédiaires qui posent problème aujourd'hui pour plein de raisons, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons de censure, pour des raisons de globalisation aussi, puisque aujourd'hui on a des acteurs qui sont principalement américains, et en Europe on a perdu en fait l'opportunité d'avoir des géants du web. Et en fait le Web3 vient solutionner, en tout cas apporter une réponse technique qui peut devenir une réponse concrète à tous ces problèmes-là. Donc je pense qu'on est au tout début de cette vague-là, et que les prochains Facebook, Google, etc. se situeront dans cette vague-là, et qu'on va les voir apparaître d'ici 2023-2024.
Et moi, quand tu m'as dit tu as beaucoup de concurrence, je me suis dit alors oui, peut-être, sûrement, évidemment, mais je trouve que plus on est et mieux c'est, parce que plus la méthode est connue et plus et plus et comment dire plus c'est reconnu, plus c'est diffus, voilà. Pardon. Et moi, j'ai rencontré deux femmes, voilà, grâce justement à cette activité-là, qui se sont formées comme moi à Marseille. Et c'est devenu des copines. On se masse à tour de rôle, je dirais, parce que c'est aussi important de recevoir la méthode, de se réapproprier justement les sensations, etc. Et je trouve ça génial d'échanger sur l'activité et de se voir assez régulièrement, et du coup aussi de pouvoir se soulager. Là, je pense notamment à Manon, qui est infirmière, qui s'est formée à la méthode, qui est enceinte et qui du coup là est alitée en ce moment et qui ne pouvait plus répondre à sa clientèle, je dirais, et qui du coup a partagé un message sur les réseaux et qui m'envoie, qui me transmet justement, qui transmet mes coordonnées à ces femmes, et moi je suis là pour relayer, et je me dis si un jour c'est à mon tour, elle sera aussi là, et je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment bien de s'entourer justement dans cette activité-là, parce qu'on a toujours besoin. Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé, ça me fait penser à ça. On m'avait demandé de venir sur Propriane. Et c'est vrai que ça a commencé à me faire beaucoup. Moi, j'étais plutôt basée sur Portich. J'habitais aussi sur Portich. Donc, ça me faisait trop au niveau de l'activité. Et Manon, qui était, elle, basée un peu plus loin, et du coup, on s'est rencontrés et j'ai pu lui relayer ce secteur-là sur Propriane, et ça lui a permis aussi de se lancer, certainement. Et du coup, c'est un échange. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Alors, le secteur d'activité, du coup, alors c'est vrai que quand, avec mon ancien employeur, on a réfléchi sur le concept d'un restaurant de sushi, c'était pas, voilà, il y avait toujours bien sûr le B612 qui était là depuis quelques années, les kiosques à sushi, quelques-uns sur Ajaccio, et il y avait, voilà, je pense, une opportunité de pouvoir monter un restaurant de ce type. Umi Sushi nous a précédé ou est arrivé un petit peu avant. Je ne sais pas combien de temps eux ont mis pour monter leur projet, mais ça s'est joué à peut-être 2 mois d'intervalle d'ouverture. Et depuis lors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de restaurants aujourd'hui de sushi. Il y a eu l'implantation quand même d'une chaîne nationale qui est Sushi Shop, qui a quand même un rayonnement, une force de frappe marketing inégalée et inégalable. Après, je pense que l'avantage de l'insularité, pour le coup, c'est justement que les gens vont plutôt se diriger vers des petits restaurants, voilà, je dirais, détenus par des insulaires, plutôt que s'orienter vers des chaînes. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans notre ADN. Après, il faut que tout le monde puisse travailler, donc que ce soit les chaînes qui sont détenues souvent par des corps de toute manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur du sushi est en pleine expansion. Il y en a de plus en plus. Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que je pense que plus la concurrence est grande, plus ça nous demande de la rigueur, des efforts, de nous réinventer. Et moi, c'est ce qui me booste. C'est ce besoin toujours de pouvoir nous démarquer, de pouvoir proposer autre chose, de pouvoir à la fois garder nos clients et en démarcher de nouveaux. Et c'est vrai que quand on est dans un monopole, forcément, on va avoir tendance à se reposer un peu sur nos acquis. Force est de constater qu'il n'y a pas du tout de monopole du sushi en Corse. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ça demande créativité, originalité, savoir-faire, rigueur. Donc pour le coup, sur ce plan-là, on est servi.
Alors, moi, je me suis réalisée, entre guillemets, enfin, je me suis lancée, parce que c'est pas fini, la route est longue, mais je me suis lancée ici. Donc, moi, je me suis trouvée quelque part ici. C'était peut-être le moment, ça a matché, mais moi, je dois dire que je me sens bien, je me suis sentie bien. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on se lance à tout âge. Mais il y a de quoi faire. On vous ferme pas les portes. J'ai trouvé ça quand même accessible. Je trouve que ça a été toujours bien perçu. Je dois dire que, en tout cas, pour le bien-être, je vais parler du bien-être de mon activité, de ma deuxième activité, ou de ma première maintenant d'ailleurs. C'est vrai qu'on est dans le sud, donc il y a quand même un attrait à la femme, à la beauté qui est quand même bien présent. Donc c'est intéressant et ça a vite matché. Ça a plu, ça plaît. Et pour Octopus, pour tout ce qui est justement attrait à l'automobile, ça a plu aussi, ça plaît. Et il y avait une réponse en face au niveau du développement. Enfin, vraiment, l'entrepreneuriat, je pense qu'il est possible. On est sur aussi du bouche à oreille, ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur une région qui est, je dirais, où le bouche à oreille se fait beaucoup, a beaucoup de valeur. Et du coup, ça aussi, c'est un point positif, un point fort. Parce que je pense qu'il peut être difficile quand on se lance, c'est qu'on n'est pas connu, on n'a pas encore son fichier client. Et on n'a pas de notoriété, tout simplement. Et du coup, le bouche à oreille se fait quand même assez vite. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Il y a les réseaux sociaux aussi qui du coup, maintenant, sont quand même assez accessibles à tout le monde. Et ça permet d'avoir une grosse visibilité quand même. Mais je dirais que le bouche à oreille, ça a été c'est un vrai point fort, dans notre région. Alors, l'entrepreneuriat en Corse, pour moi, il est différent parce que, on a un tissu économique qui ne nous permet pas forcément d'avoir l'emploi qui correspond à nos diplômes. Mais ça aussi, ça a quand même évolué, je dirais, en 10-12 ans. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un rebond quand même économique par rapport à quand j'ai démarré. Et l'entrepreneuriat en Corse, c'est déjà pour se créer son entreprise, c'est se créer son emploi. Et on est toujours quand même lié par les contraintes de l'insularité et des problématiques de transport et de marchandises. Aujourd'hui sur le continent, développer cette activité comme je l'ai menée sur le continent, alors à la fois j'aurais eu beaucoup plus de concurrence, mais un marché beaucoup plus gros. Tandis qu'ici, quand j'ai commencé, j'ai pu me faire un nom, j'ai pu renouveler des contrats avec des clients, avoir une relation de proximité, voire de solidarité quand même avec certains clients, et qui fait que sur le continent, on n'aurait jamais eu les mêmes rapports. Donc c'est vraiment... je dirais qu'on en revient toujours à la problématique de cette insularité, la proximité, qui est à la fois une contrainte et en même temps un avantage sur des relations de travail de longue durée. Alors, entreprendre au niveau insulaire, ça va forcément être différent parce qu'on va monter un business plan, on va faire une étude de marché pour un projet qui va être au final centré sur un bassin qui est quand même assez réduit. On va se baser sur le Grand Ajaccio. Hein. Donc c'est quand même totalement différent d'un restaurant qui ouvrirait dans une ville comme Marseille, comme Lyon, comme Paris, ou Montpellier ou d'autres. Après, il y a à prendre en compte aussi le fait que même si aujourd'hui le sushi est quand même démocratisé, nous on a mis l'accent sur la cuisine japonaise, parce qu'au final on se rend compte lorsqu'on va au Japon
que le sushi, c'est une infime partie de leur cuisine, qui pour nous semble la plus importante. Et venir apporter une cuisine japonaise avec des plats, des saveurs qui sont totalement inconnus ici en Corse, ça demande une étude approfondie, ça demande du travail en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est ça qui nous a fait connaître, qui a popularisé notre restaurant et nos plats. Moi, ça me faisait toujours sourire quand les gens arrivaient au début, ils ouvraient notre page Instagram et ils nous disaient on voudrait ça. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'impact du visuel est très important aujourd'hui dans notre société. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a quand même cette difficulté-là. Il y a aussi une difficulté qui va être à prendre en compte, une particularité plus qu'une difficulté, mais ça va être aussi le pouvoir d'achat que peuvent avoir les insulaires, qui n'est pas forcément le même que dans d'autres grandes villes de la métropole. Donc c'est tout un écosystème économique qui est différent, des contraintes qui sont différentes pour pouvoir nous faire rentrer des produits asiatiques qui sont nécessaires à notre cuisine. Ça demande beaucoup plus de logistique parce que forcément tout vient par bateau. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas forcément raisonner en flux tendu comme beaucoup. Alors sur les produits comme les poissons, la viande, les légumes bien sûr. Mais c'est vrai que cette particularité de l'insularité est forcément en tête dès que l'on veut monter quelques projets que ce soit. C'est certain. Donc la tech en Corse, ça s'est développé d'une façon qui n'est pas structurée. Ça s'est développé autour de PME notamment, qui font différentes choses dans la tech, qui existent certaines depuis 20 ans. Et il n'y a pas vraiment un pôle qui va réussir à véritablement organiser tout ça. Donc c'est un secteur qui est assez bizarre, avec plein de nouvelles choses qui arrivent ces dernières années, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de start-up. Mais je pense qu'il y a encore énormément à faire. On a un problème essentiel, c'est le problème des talents. On a très peu de talents en tech en Corse. C'est vraiment un manque. Et il y a un deuxième problème, c'est les financements. On n'a pas vraiment d'organismes de financement, à part quelques-uns, à quelques rares exceptions, qui puissent faire en sorte qu'il y ait un écosystème véritable qui se crée. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place par différents acteurs, que je soutiens très largement et qui font de très bonnes choses, mais je pense que la route est encore longue avant qu'on puisse avoir une situation où on peut être compétitif à l'échelle nationale et internationale, notamment parce qu'aujourd'hui, de par la barrière géographique de la mer, on est dans une position où développer le numérique au sens large, et surtout, je pense, l'innovation dans le numérique, peut véritablement être un boost économique extrêmement important pour l'île. Mais que ce soit au niveau justement des talents ou du financement, on n'a pas du tout les moyens de faire face à des concurrents internationaux ou même nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si deux entreprises se lancent, une en Corse et une à Paris, les moyens et les opportunités qui sont mises à disposition de l'entreprise parisienne sont largement supérieures. Et c'est dommage parce que concrètement, il y a des fonds qui pourraient être alloués, il y a des opérations qui pourraient être mises en place, il y a des choses qui pourraient être faites, mais pour ça, il faut qu'il y ait une prise de position des pouvoirs publics et des différents grands acteurs qui soient coordonnés, et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus et il faut que tout le monde se rende compte de l'opportunité. Si on ne va pas se retrouver à faire uniquement du tourisme dans les 30 prochaines années, je pense qu'il faut véritablement mettre les moyens, investir massivement dans les entreprises de l'avenir, du numérique. Bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse sur le Web3, mais je pense véritablement que c'est en tout cas des leviers pour l'avenir avec l'intelligence artificielle
Et là-dessus, véritablement, il faut mettre un gros paquet, que ce soit au niveau des écoles, des formations, que ce soit au niveau des financements et aussi des partenariats avec des grands groupes. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Tu peux plus me parler de la même manière que quand j'avais 25 ans. Parce que tu as eu l'expérience, parce que tu as rencontré des gens plus ou moins sympas et tu as su comment réagir ou pas d'ailleurs, et que l'expérience fait que aujourd'hui tu réagis plus de la même manière. Mais j'ai envie de dire aux femmes qui entreprennent, notamment les jeunes femmes, ça s'acquiert. Ça s'acquiert et de pas se dire vous n'êtes pas légitime parce que on est tous à un moment donné illégitimes dans tel ou tel domaine et on apprend tous les jours. Moi, je continue d'apprendre tous les jours, notamment grâce à mes clients, grâce à mes associés, grâce aux Corsican Businesswomen. Et c'est aussi pour ça aussi que le réseau sert à ça. C'est que quand moi, je ne sais pas quelque chose, il y en a une autre ou un autre d'ailleurs, parce que je précise évidemment qu'on est pour la mixité, qui le sait. Et donc, je trouve que moi, j'ai travaillé aussi beaucoup alors pas forcément, c'est pas le mot réseau que je voudrais employer, c'est en co-traitance dans des marchés où j'étais pas forcément moi mandataire, mais j'étais co-traitante, et il y avait au départ une personne plus âgée que moi, souvent un homme d'ailleurs, qui est censé représenter le marché. Toi, tu apportes tes compétences aussi. Et petit à petit, au fil des années, c'est moi qui ai porté ces projets toute seule. Donc c'est là-dessus que tu ressens que tu acquiers de l'expérience et que tu te sens toi-même plus légitime. Et quels seraient les conseils que vous donneriez aux entrepreneurs et entrepreneuses, Marina et Mélanie? Moi, le conseil que j'ai à donner aux entrepreneurs, hommes et femmes, c'est de continuer dans cette dynamique de ne pas faire Le conseil que j'ai à donner à tout entrepreneur, donc hommes et femmes, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de l'encourager. Il faut que ça vienne, on a parlé tout à l'heure, aussi des hommes, et il faut vraiment faire de la place et d'encourager cet entrepreneuriat-là, et de créer des rôles modèles aussi. Nous, à Toulouse, il y a plusieurs femmes qui sont des rôles modèles entrepreneuriales. Je pense à Maglone Pontier, qui est la directrice générale du MIN, c'est le marché de Rungis, qui apporte une vraie dynamique et qui est un rôle modèle pour les femmes qui ont envie d'entreprendre. Et c'est ça aussi qu'il faut développer, mettre en valeur sur le territoire de la Corse, c'est de promouvoir ces femmes qui réussissent et qui ont envie d'embarquer les autres. Et d'impulser. Plus il y aura de femmes entrepreneurs en Corse, et plus l'économie de la Corse se portera bien. Puisqu'il est prouvé aussi que les femmes, vraiment, on l'a dit tout à l'heure, sont de bonnes gestionnaires. Souvent, elles sont appelées à la direction d'une entreprise qui est en difficulté pour remonter la boîte. Donc il faut absolument que la Corse encourage l'entrepreneuriat féminin et y fasse une place assez importante. Et puis on le voit aussi, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, on le voit aussi sur les chiffres au niveau mondial. Les pays où les femmes sont le plus éduquées et ont la plus grande place et ont une part plus grande dans l'économie de leur pays, c'est des pays qui sont plus efficaces économiquement. Donc c'est aussi lié. Enfin, plus les femmes sont impliquées dans la vie économique en général d'un pays, et plus le pays est efficace. Un conseil que j'aimerais ajouter à tout ce que tu as dit, Mélanie, c'est peut-être aussi d'essayer de s'entourer et de ne pas hésiter à aller en fait demander à des personnes, aller leur confronter un peu notre idée, se faire vraiment entourer, ne pas avoir peur que notre idée soit déconstruite.
essayer de prendre au maximum de conseils et d'expériences de femmes entrepreneurs, d'écouter beaucoup, de beaucoup se documenter, de beaucoup lire, d'essayer de diversifier au maximum toutes ces sources pour s'inspirer en fait de parcours d'entrepreneurs hommes et surtout femmes. Ça, c'est hyper enrichissant et ça peut être des grandes sources d'inspiration et ça peut permettre aussi de gagner du temps en peut-être faisant pas d'erreurs de parcours, même si les erreurs de parcours, elles sont hyper importantes finalement parce que c'est ça qui permet de progresser en fait. Je suis d'accord, ouais. L'union fait la force. C'est ce que vous faites au sein de la Corse avec des institutions comme la M3E, l'association des Mao qu'on a cité tout à l'heure et d'autres associations ou acteurs qui regroupent les entrepreneurs et créent vraiment cette dynamique. Donc rejoignez-les. Si vous avez une idée, si vous avez envie de rejoindre des projets, si vous avez vous-même votre propre projet, que vous posez des questions sur comment le mettre en place, est-ce que je suis légitime, etc. Rejoignez ces dynamiques entrepreneuriales qui se développent en Corse. Il faut vraiment oser, c'est le mot, oser. Entreprendre. Entreprendre quand on est jeune, entreprendre quand on vit en Corse, entreprendre dans un marché très concurrentiel ou au contraire très peu concurrentiel, entreprendre quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est non-binaire, entreprendre quand on est catalogué lesbienne, homo, trans, bi, etc. Entreprendre quand on est atteinte d'un handicap, entreprendre alors qu'on est une personne racisée, entreprendre quand on est très bien compris par la société, entreprendre alors que l'on est dépressif ou bien défavorisé, entreprendre et réussir, entreprendre et échouer, entreprendre avec l'idée du siècle ou pas, peu importe, vous entreprenez, vous êtes un rôle modèle, vous représentez et représentez des personnes qui vous ressemblent et le sachant ou non, vous donnez de l'espoir et une représentativité et même une aspiration future à d'autres personnes. Alors, comme on a l'habitude de dire, que vous soyez une femme, un homme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Vous êtes un modèle et force et honneur à vous. Bravo pour tous vos accomplissements. Et toi, qui nous écoutes, si tu n'es pas entrepreneur ou entrepreneuse, peu importe que tu veuilles l'être ou pas, peu importe que tu sois salarié, au chômage, étudiant ou étudiante, ou encore à la retraite, sois juste heureux, heureuse. C'était Audrey Royer pour ce dernier épisode de la saison 2 de Podcast ou Sexiste. J'ai le plaisir de vous donner rendez-vous en septembre pour la saison 3 de ce Podcast ou Sexiste. Merci encore de nous suivre, de nous écouter et d'être aussi bienveillant et bienveillante avec nous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous souhaite de bonnes vacances d'été.